Marine Jacquemart, Foodwatch Frankrijk, en zij heeft 10 minuten. Merci. Et merci pour cette présentation éloquente, parce qu'effectivement les chiffres et les cartes parlent beaucoup mieux que des mots. C'était passionnant. Alors cet accord entre EU et les pays du Mercosur, souvent on le décrit comme un accord voiture contre bétail. Rien que ça dit beaucoup. Et évidemment, ça soulève des risques qui sont aujourd'hui bien documentés. On l'a vu déjà. On va continuer à le voir avec les prochains intervenants. Donc je ne vais pas aller en détail, mais très rapidement, oui, il est évident que cet accroissement d'un commerce débridé entre les pays du Mercosur et l'UE, quand on sait qu'on veut échanger des voitures contre du bétail, augmente les quotas d'exportation de la part des pays du Mercosur et donc d'importation dans l'Union européenne de la viande bovine. On parle de 99 000 tonnes dans les dernières versions connues de l'accord. De la viande de volaille avec 180 000 tonnes. De l'éthanol et bien sûr du soja dont on connaît tous les effets sur la déforestation. Donc les impacts sur une déforestation accrue dans les pays concernés du Mercosur, bien sûr, un impact sur une augmentation des pesticides. On n'a pas encore parlé des OGM, parlons-en. On sait que effectivement l'agriculture intensive et les monocultures intensives pratiquées dans les pays du Mercosur, avec ces accords, on va les intensifier et ça a des impacts négatifs sur l'environnement, mais aussi bien sûr sur les populations. Vous en avez déjà parlé, merci. Et on n'a fait que toucher la surface de ces problèmes qui vont beaucoup plus loin. Mais il y a d'autres dangers de cet accord. Et c'est là-dessus que je voudrais revenir. Et ça n'est pas propre, malheureusement, à l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Ces dangers, c'est que ce type d'accord met carrément en danger la démocratie. Je pèse mes mots. Et encore une fois, ce n'est pas le seul. Alors bien sûr, parce que la situation politique de certains des pays du Mercosur pose question, pour le moins, et je laisse mes amis, notamment brésiliens, en parler. Ils ont commencé à le faire, et que la question se pose de savoir quelles règles du jeu se donne l'Union européenne et avec quel partenaire elle a envie de signer quel type d'accord et à quel prix, bien sûr. Mais ça pose aussi la question de la démocratie au sens plus large, y compris au sein de l'Union européenne, en ce qui concerne tous les accords de commerce de nouvelle génération que l'Union européenne a négociés ces dernières années, est en train de négocier et continue de multiplier malgré toutes les alertes. On le sait, le premier accord de ce type, ça a été le CETA, c'est cet accord entre l'Union européenne et le Canada, dont par ailleurs 90% du texte est entré en vigueur de façon dite provisoire en septembre 2017, alors que les ratifications des États membres sont toujours en cours. Ce n'est pas très démocratique pour commencer. Mais surtout, qu'est-ce qu'on trouve dans cet accord EU-Mercosur et qui est un tronc commun avec les autres accords dits de nouvelle génération? On y trouve un objectif qui est assez nouveau, mais qui malheureusement fait partie de cette dizaine d'accords en cours de négociation. On peut parler du Japon, on peut parler du Vietnam et de beaucoup d'autres. D'ailleurs, vous trouverez sur le site de Foodwatch un rapport de 2018 qui avait brossé 5 d'entre eux, justement avec le Vietnam, le Japon, le Mercosur, et étudié en détail leur contenu et les risques qu'ils contiennent. Qu'est-ce qu'on trouve comme objectif dans tous ces accords? Le fait que baisser les tarifs douaniers, baisser les barrières tarifaires, bien sûr, c'est un objectif là où il y en a encore, et on trouve ce phénomène dans l'accord avec le Mercosur, mais ça ne suffit plus pour ceux qui veulent à tout prix continuer à libérer les échanges, à augmenter le commerce à n'importe quel coût. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, ces accords, en fait, ils s'attaquent à l'autre type de barrières au commerce. Il y a les barrières au commerce tarifaires et les barrières au commerce non tarifaires. C'est ce qu'on appelle les obstacles techniques au commerce. Ça a même un nom dans les accords, c'est le nom d'un chapitre en général qui s'appelle OTC, donc les obstacles techniques au commerce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne parle plus seulement de tarifs à la douane, ça veut dire qu'on parle de nos normes, ça veut dire qu'on est en train de dire attention, toute norme, y compris sociale, environnementale, démocratique, peut être vue et perçue dans ce type d'accord qui, je le rappelle, est de droit international, donc réfléchissons bien avant de les signer, parce qu'après ça nous engage, toute norme peut être perçue et considérée comme une barrière au commerce.
y compris, si je le souhaite, et c'est bien pour ça que Foodwatch s'y intéresse de près, y compris, par exemple, pourquoi pas l'interdiction d'un pesticide. Ou tiens, par exemple, quand l'Union européenne a interdit les importations en Europe de bœuf aux hormones. Qu'est-ce qui s'est passé quand l'Union européenne, il y a déjà plusieurs années, a interdit les importations de bœuf aux hormones? Interdiction qui est toujours en cours. Nous ne sommes pas en train d'agiter des peurs. Nous savons très bien que cela ne va pas changer avec ces accords de commerce. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que plusieurs pays, dont le Canada, dont le Brésil à l'époque et d'autres, les États-Unis, ont attaqué devant l'Organisation mondiale du commerce cette décision européenne. Vous savez pourquoi? Parce que, au fond, le sujet, ça s'appelle le principe de précaution. Parce que l'Union européenne s'est dotée de ce principe de précaution et, alors pas suffisamment souvent à notre goût, pour tout vous dire, et on pousse pour que l'Union européenne applique plus souvent ce principe de précaution, mais en tout cas, les fois où elle l'applique, pour protéger par précaution, parce qu'il y a des risques crédibles, documentés, de risques, par exemple pour la santé, pour les populations, l'Union européenne s'est fait attaquer. Donc, on s'est fait attaquer devant l'OMC et on a perdu. Après une longue procédure, on a perdu. Pourquoi? Parce que l'Organisation mondiale du commerce ne reconnaît pas le principe de précaution et que donc ce qui est appelé la norme internationale, parce que c'est ce qu'appliquent tous les autres pays, à commencer par nos partenaires et amis outre-Atlantique, aussi bien en Amérique du Nord que du Sud, c'est ce qu'on appelle la preuve scientifique. Alors de quoi on parle? Quand on s'appuie sur la preuve scientifique, ça veut dire que la charge de la preuve, elle est sur le législateur. Donc le producteur, le vendeur d'un pesticide ou d'un produit qui serait plein de perturbateurs endocriniens, dont on peut craindre, et pour lequel il y aurait même des études qui disent attention quand même, c'est pas inoffensif sur la santé, il sera tranquille parce qu'il n'a pas, en fait, la charge de la preuve. La charge de la preuve, ce sera si un décideur politique dit je veux interdire le glyphosate parce que j'estime qu'au vu des études scientifiques existantes, il faut protéger la santé des consommateurs, ce sera à ce responsable politique-là de prouver que c'est dangereux. J'entends de prouver scientifiquement. Avec le principe de précaution, on renverse la charge de la preuve. Aujourd'hui, en Europe, on a suffisamment d'études qui nous indiquent, à commencer par le CIRC, donc le Centre international de la recherche sur le cancer qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé, qui nous disent oui, c'est probablement cancérogène pour l'homme. Donc là, le responsable politique, qui est en charge de la gestion de ce risque, n'a pas la charge de la preuve. Il peut dire ok, vu les risques crédibles qui sont sur la table, je décide de prendre une décision conservatoire proportionnelle à ce risque, en l'occurrence d'interdire le glyphosate, et la charge de la preuve, elle est sur le fabricant. C'est au fabricant de me prouver scientifiquement qu'il n'est pas dangereux s'il veut que je rétablisse ce produit sur le marché. Ça change tout. Sauf que le problème, c'est que les partenaires et amis, et je ne mets pas ça en cause, mais avec qui on est en train de négocier et signer des accords de commerce de nouvelle génération, du type CETA, du type Mercosur. Ils mettent quoi dans ces accords? Ils mettent, nous faisons référence aux règles de l'OMC. Et le principe de précaution n'est pas mentionné. Je finis ma petite histoire. Quand on a perdu le cas du bœuf aux hormones, ça ne nous a pas obligés à accepter les importations de bœuf aux hormones. Je répète, il n'y en a pas. Mais ça nous a obligés à quoi? Ça nous a obligés à payer des compensations. Et notamment, ça nous a obligés à accepter d'augmenter les quotas d'importation de bœuf sans hormones dans l'Union européenne. Et d'ailleurs, les discussions qu'il y a en ce moment avec les États-Unis sur l'augmentation des quotas d'importation de bœuf sans hormones ne sont pas sans lien avec ce cas de l'OMC. Quand l'Union européenne a mis un moratoire entre 1998 et 2004 sur la nouvelle homologation d'OGM en Europe, sur la base du principe de précaution, je vous laisse deviner, l'Union européenne a été attaquée devant l'OMC. Et l'Union européenne a perdu. Donc, on a cet historique. On sait très bien que nos partenaires commerciaux voient absolument d'un mauvais œil quand on prend des décisions pour protéger la planète, pour protéger les consommateurs, pour protéger les droits des citoyens, parce que pour certains, et à commencer par les multinationales, c'est vu comme une barrière au commerce. Eh bien, au lieu de profiter de ces nouveaux accords de commerce pour dire ok, très bien, profitons du poids d'un accord de droit international de commerce pour rendre obligatoire le principe de précaution et qu'on le respecte, pour rendre obligatoire le respect des droits sociaux et des populations, pour rendre obligatoire la protection du climat et de l'environnement qui soi-disant est une priorité, pour rendre non seulement ces accords compatibles avec un Green Deal, parce que là, pardon, mais c'est juste incompatible. Au lieu de profiter de ces accords de commerce pour rendre tout cela
meilleure et s'en servir dans le levier pour améliorer les choses au niveau social, environnemental et donc de la protection de la planète, on fait tout le contraire. Et on se tire une balle dans le pied en disant non seulement on signe avec ce genre de partenaire, mais en plus on va bien mettre noir sur blanc que oui, ce sont les règles de l'OMC qui priment. Je dis un dernier mot, début juillet de cette année 2019, il y a une cinquantaine de pays, évidemment le Canada, les États-Unis, mais aussi 3 pays du Mercosur, qui ont envoyé de nouveau une lettre à l'Organisation mondiale du commerce. On a cette lettre, elle est publique, elle est sur Internet. Et ils disent quoi? Ils disent, chère Organisation mondiale du commerce, nous attirons votre attention sur le fait que l'Union européenne a tendance à prendre des décisions qui ne sont pas basées sur la science. Donc ils luttent comme ils ont fait quand ils ont attaqué la décision d'interdiction de bœuf aux hormones. Donc il y a le problème des normes qui sont différentes aujourd'hui, ça a été démontré de façon éloquente, mais il y a aussi le problème que demain, si on signe cet accord dans lequel il est prévu un certain nombre de dialogues, entendez, on s'engage à avoir des comités dans lesquels on va parler des normes pour harmoniser les normes. On s'engage, tenez-vous bien, dans ces chapitres, on s'engage à informer l'autre partie si on veut mettre en place une nouvelle norme, à la consulter, sachant que cette autre partie va consulter elle-même les entreprises de son pays. On s'engage à se justifier si on doit prendre une nouvelle norme, une décision. Par exemple, on se bat en Europe pour avoir enfin une réglementation sur les perturbateurs endocriniens pour protéger les citoyens. On se bat en Europe, mais si ça se trouve, on ne pourra même plus le décider de façon démocratique avec le Parlement européen. Parce que si ça se trouve, dans ce qu'on signe dans les accords de commerce, on n'en aura tout simplement plus la marge de manœuvre. Donc je pose la question, un accord voiture contre bétail, c'est déjà assez aberrant, mais un accord qui échange notre souveraineté démocratique pour juste un petit peu plus de commerce, vraiment là, il faudrait être idiot pour signer ça, et surtout la question c'est à qui profite le crime. Donc Foodwatch n'est pas contre des accords de commerce, on n'est pas en train de dire il faut 0 accord de commerce, mais pardon, des accords de commerce au détriment des droits des populations, de la protection de la planète, de normes qui feraient qu'une Europe soit un peu plus démocratique, ce qu'on souhaite de tous nos vœux, plus transparente et plus protectrice des citoyens, alors ça c'est aberrant, d'autant plus que c'est parfaitement incompatible avec le reste des engagements européens. Merci.